Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2718 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 12 décembre avec des anniversaires et tout d'abord celui de Michael Olise, donc le jeune joueur français de l'équipe de Crystal Palace. On peut voir aujourd'hui qu'il fête ses 22 ans, bon anniversaire à lui. Et également un joueur, il est là au bout de mon doigt, là c'est Victor Moses, ancien joueur par exemple de Chelsea, il a joué du côté de West Ham, à Liverpool, il a joué à l'Inter Milan, il a joué dans beaucoup de clubs maintenant, il est du côté du Spartak Moscou, donc il fête aujourd'hui ses 33 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue les gars, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord avec un match du côté du championnat turc. C'était entre Ankaragucü et Rizespor, donc score final 1 partout, mais nous surtout on va parler de ce qui s'est passé dans le match parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé pendant cette rencontre, surtout à la fin du match, et le président du club d'Ankaragucü, donc l'équipe à domicile qui a fait le 1 partout, on est à Turc, a asséné un coup de poing à l'arbitre après le match nul concédé dans les dernières secondes par son club contre Rizespor. Donc en gros, l'équipe visiteuse a égalisé. Il restait une poignée de secondes et du coup ça n'a pas du tout plu au président de l'équipe à domicile. Donc l'arbitre s'est ensuite écroulé et a été rué de coups de pied au sol par plusieurs joueurs. C'est inadmissible ce qui s'est passé dans la soirée d'hier du côté du championnat turc. Donc il était au sol l'arbitre, puis il y a des joueurs quand même qui est pas le joueur en blanc parce que lui il séparait plutôt tout le monde, mais plutôt des joueurs de l'équipe à domicile qui mettaient des coups de pied dans la tête de l'arbitre qui était au sol. Donc regardez quand même l'arbitre quand il s'est relevé, on peut voir déjà ça c'est par rapport au coup de poing qu'il a pris par le président de l'équipe à domicile. Donc voilà, et officiel les gars par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc le championnat turc est suspendu jusqu'à nouvel ordre suite aux incidents concernant l'arbitre Halil Umut Meler, qu'on voit déjà beaucoup de force par rapport à l'arbitre de la rencontre. Et voilà, déjà la prochaine journée, pas sûr qu'elle se joue, elle sera peut-être remise à une date ultérieure. Et voilà, l'équipe à domicile, là, le président il a pété un câble les gars. Ils vont à mon avis être énormément sanctionnés et voilà, ils vont perdre certainement beaucoup de points, une grosse amende. Donc voilà, dès que j'en sais plus concernant ce qui s'est passé hier, je vous dirai tout ça plus tard. On continue les gars, donc nous on prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. On va parler du match entre Grenade et Bilbao. N'oubliez pas que le match devait se jouer dimanche, il a été arrêté parce qu'il y a un supporter qui est décédé à la 17e minute de jeu et du coup il a repris hier, ça s'est fini un partout entre ces deux équipes. Et voilà, donc Grenade a perdu en plein match un supporter. Le club a décidé de rendre hommage à son 892e abonné Antonio Trujillo, donc le supporter qui est décédé. On pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Et les capitaines de Grenade et de Bilbao ont rendu hommage à Trujillo, supporter décédé, donc j'ai dit avant-hier, lors de la rencontre, en déposant un bouquet de fleurs sur le siège de l'abonné du club. Donc voilà ce qui s'est passé également en Espagne. Il y avait un match toujours en Espagne, en Liga hier, le Rayo Vallecano contre le Celta Vigo et score final 0-0. Un dommage pour le Rayo Vallecano parce que d'après les stats, il méritait peut-être de remporter la rencontre. Le classement, bon après ça bouge pas par rapport aux équipes en tête, toujours Girona devant le Real Madrid, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone à la 4e position. Du côté de l'Italie, il y avait deux rencontres hier. Tout d'abord Empoli contre Lecce, score final 1 partout entre ces deux équipes et il y avait un Cagliari contre Sassuolo et c'est Cagliari qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. On peut voir le classement de cette Serie A là, où ça bouge pas parmi les équipes en tête, toujours l'Inter devant la Juve, l'AC Milan et l'AS Roma à la 4e position. On quitte l'Europe, direction l'Arabie Saoudite. On va parler des quarts de finale de la King Cup. En gros, c'est la coupe d'Arabie Saoudite où Al Nasser jouait son quart de finale. Il jouait contre Al Shabab et Al Nasser s'est imposé 5-2. Donc Seko Fofana était buteur, Sadio Mané a été également buteur et surtout Cristiano Ronaldo, le joueur bien sûr le plus connu de cette équipe d'Al Nasser, a été également buteur. Donc belle victoire pour l'équipe de Al Nasser. On peut voir les statistiques de la partie: 16 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts inscrits quand même pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Très efficace bien sûr devant les cages adverses. Et Ronaldo avec son nouveau but, il vient quand même d'atteindre la barre des 50 buts sur cette année 2023. Donc depuis janvier, là on arrive sur la fin d'année, il est déjà à 50 buts. Il lui reste peut-être un ou deux matchs à disputer avant la fin de l'année. Donc il peut encore améliorer ce total déjà de 50 buts. On a l'impression c'est le Ronaldo du côté, il y a à peu près 5-6 ans quand il évoluait du côté du Real Madrid. À chaque fois il atteignait bien sûr cette barre des 50 buts et là il le fait. Bon c'est vrai peut-être son Arabie Saoudite,
mais il a quand même 38 ans, un petit rappel, hein, Ronaldo il va fêter ses 39 ans le 5 février prochain, et voilà, il est toujours au top, hein. L'attaquant portugais, donc félicitations bien sûr au légendaire Cristiano Ronaldo. Toujours avec cette équipe de Al Nassr, on va parler aussi de Seko Fofana, premier buteur hein, côté Al Nassr, et il vient d'inscrire son deuxième but en 15 matchs avec Al Nassr. Bon après, c'est pas un joueur qui marque tout le temps, vu que déjà il joue milieu de terrain, mais voilà, hier il a inscrit son deuxième but du côté de son nouveau club. Et l'équipe de Al Hilal hein, jouait également un quart de finale de cette King Cup hein, contre Al Tawoun et Al Hilal hein, sans souci, une victoire 3-0 pour cette équipe hein, vraiment qui déroule hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Et on va parler de Mitrovic sur cette victoire 3-0, il a été bien sûr décisif, et depuis son arrivée en Arabie Saoudite, donc ses stats sont monstrueuses. N'oubliez pas que la saison dernière il évoluait du côté de Fulham, donc depuis qu'il a rejoint Al Hilal hein, c'est 22 matchs pour 23 buts et 4 passes D. On peut aussi rajouter ses 5 buts en 7 matchs avec la Serbie cette saison, c'est très fort bien sûr à l'attaquant Mitrovic. Et la même chose aussi pour Malcolm, lui aussi qui avait rejoint cette équipe de Al Hilal, donc il a 26 ans et regardez ses stats hein, c'est 11 buts et 5 passes D depuis qu'il a rejoint cette équipe de Al Hilal lors du dernier mercato estival. Donc les deux là vraiment c'est des recrues très importantes hein, pour cette équipe. Et tiens, en parlant de Al Hilal et Al Nassr, les deux équipes qui sont qualifiées en demi-finale, ça se peut qu'ils s'affrontent en demi, voire peut-être en finale, hein, bien sûr, de cette King Cup. Donc Al Hilal, n'oubliez pas, c'est une équipe qui a gagné 66 trophées dans son histoire, et Al Nassr 26 trophées. On peut voir qu'Al Hilal, en termes de palmarès, est bien plus grand que l'équipe où joue par exemple Cristiano Ronaldo. On continue, donc nous revient en Europe, on va parler bien évidemment des matchs du jour, car aujourd'hui retour de la Ligue des Champions, donc match des en gros 6, donc en gros c'est la 6e et dernière journée des matchs de poule de cette Champions League hein, pour cette édition 2023-2024. Donc le programme, donc la colonne de gauche là c'est les matchs du jour, et à droite c'est les matchs de demain, vous savez ça joue sur mardi et mercredi. Donc les deux premières affiches, hein, n'oubliez pas que Lens les gars c'est à 18h45 ce soir, attention parce que je vous cache pas je le savais pas juste avant que je fasse la vidéo hein. J'ai juste vu tiens oui c'était bien à 18h45 ce match hein, que je compte regarder. Donc il y aura aussi un PSV Arsenal, en gros c'est les deux équipes qui sont dans le même groupe hein. Puis après tous les autres matchs à partir de Manchester Bayern jusqu'au dernier match là ça sera 21h. Donc voici le programme du jour concernant la Champions League, et un petit rappel des classements. Donc là c'est les groupes A, B, C, D hein, qui jouent ce soir, puis demain il y aura E, F, G, H. Donc dans le groupe on peut voir il y a un peu du suspense à peu près dans tous les groupes hein. Donc le groupe A, donc le Bayern déjà sûr d'être qualifié, mais après c'est la deuxième place, on peut voir Copenhague 5 points, Galatasaray 5 points et Manchester United 4 points, et tout se jouera ce soir. Donc n'oubliez pas que Manchester reçoit le Bayern, donc en gros Manchester doit absolument s'imposer, et le Galatasaray ira défier l'équipe de Copenhague. Donc voilà, on connaîtra le classement final hein, ce soir dans le groupe B. Donc Arsenal et le PSV, eux voilà c'est sûr, première et deuxième position c'est sûr, ça bouge pas parce qu'il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Et Lens, en gros il y a du suspense entre Lens et Séville, donc Lens doit prendre un point, un nul ça suffit pour Lens pour être reversé en Europa League, parce que la Ligue des Champions c'est fini, même s'il y a 3 points d'écart, vu que le PSV s'est imposé et fait un nul contre Lens, et c'est par rapport à la confrontation directe hein, c'est pas par rapport à la différence de but. Donc le PSV est sûr d'être devant l'équipe de Lens. Dans le groupe C, bon le Real sûr d'être premier. Après il y a Naples-Braga. À noter les gars que si Braga, qui a 4 points, gagne contre Naples aujourd'hui, Braga sera qualifié pour la Ligue des Champions. Donc là aussi il y a beaucoup de suspense hein. Et dans le groupe D il y a énormément de suspense pour la première place hein. Vous savez que c'est très important de finir premier, parce que le Real Sociedad est-ce qu'ils reçoivent ou je cherche, non c'est l'Inter qui reçoit, mais voilà il y a un Inter contre la Real Sociedad, donc les deux équipes sont à 11 points. Donc si l'Inter s'impose ce soir, ils seront devant la Real Sociedad. Je crois qu'un nul hein, c'est la Real Sociedad qui serait premier. Donc voilà, où il y a du suspense ce soir. Donc on reparlera bien sûr de toutes ces rencontres demain. Et concernant le match de Lens, Lens contre l'équipe de Séville, faire le point, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc le point, en gros, un match nul, un point suffit tout simplement à Lens pour être reversé en Ligue Europa en février prochain. Donc c'est l'objectif à continuer en Coupe d'Europe. Après, n'oubliez pas que Séville, c'est une équipe qui tient à cœur voilà, la compétition de l'Europa League. Ils ont déjà remporté, je crois, 7 fois l'Europa League, donc ils aimeraient bien retourner dans cette compète qui gagne souvent l'équipe de Séville. Donc voilà, Lens ne doit pas perdre ce soir s'ils veulent continuer en Coupe d'Europe pour début d'année 2024. Et concernant le 11 probable côté lensois ce soir, ça pourrait ressembler à ça, avec Brice Samba au but, Medina, Danso, Gradit, Aguilar, Frankowski, on peut dire piston gauche, Abdul Samed milieu de terrain, Mendy, et devant Fulgini, Sotoka et Eli Wahi devrait être l'attaquant. Donc en gros c'est quasiment l'équipe type qui devrait être alignée ce soir, bien sûr par
Franck Hens pour cette rencontre. Et n'oubliez pas que l'interdiction de déplacement à Lens des supporters du Séville, confirmée, j'en ai parlé hier dans mon After Zap Image sur ma chaîne secondaire, n'oubliez pas qu'il y a des vidéos qui sortent tous les jours à 16h, et j'avais dit que les supporters de Séville n'avaient pas le droit de venir du côté du stade Bollaert. Ils ont fait appel, tout ça, et ça a été rejeté, donc annoncé dimanche par le ministre de l'Intérieur. L'interdiction de déplacement des supporters a été confirmée par la préfecture du Pas-de-Calais, donc il n'y aura personne ce soir, enfin il n'y aura pas de supporters de Séville dans le parcage visiteur ce soir, c'est sûr, voilà, c'est parce que ça a été confirmé. Pourquoi? Parce que déjà ça touchait la Ligue 1, on sait, avec plusieurs équipes visiteuses comme Nantes, les supporters nantais qui n'ont pas pu aller du côté de Paris, les supporters marseillais qui n'ont pas pu aller à Lorient dimanche soir. C'est la même chose un peu en Ligue des Champions, c'est par rapport à ce qui s'est passé au drame et le décès d'un supporter nantais. C'était il y a à peu près une dizaine de jours du côté de Nantes, avant le match entre Nantes et l'équipe de Nice. Et le président du FC Séville, donc lui, comprend pas du tout, bien sûr, il dénonce l'absurdité de l'interdiction de déplacement des supporters à Lens. Il a dit ils ont acheté leurs billets, leur vol, et hier, et un dimanche après-midi, et dans une interview, le gouvernement français décide de cette barbarie, parce qu'en gros problème, c'est que ça a été annoncé quasiment 48 heures avant le match, alors que beaucoup de supporters de Séville a déjà réservé le Airbnb et leur hôtel, l'avion, voilà, pour faire le long déplacement. Séville, c'est dans le sud de l'Espagne, Lens, c'est dans le nord de la France, donc voilà, il y a un sacré trajet, donc il y en a beaucoup qui avaient déjà investi, voilà, pour ce déplacement, ils peuvent pas. Donc nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir auprès du gouvernement national pour que ces supporters puissent assister au match. Pour l'instant, c'est pas possible. Après, on sait peut-être pas dans la journée, mais moi je pense qu'ils pourront pas venir. Cela n'a pas de sens car il s'agit de 300 fans de football qui viennent simplement voir leur équipe. S'il y a des problèmes en France, il faut prévenir à l'avance, pas la veille au soir. Donc on peut comprendre bien sûr le mécontentement du président du FC Séville par rapport à ces 300 supporters qui comptaient faire le déplacement pour soutenir cette équipe de Séville. Et Franck Hens, donc le coach lensois en conférence de presse également hier, ne comprend pas également l'interdiction parce que Lens n'a rien à voir. C'est la préfecture du Pas-de-Calais qui a interdit les déplacements. Donc Lens, eux, ils préfèrent qu'il y ait les supporters de Séville, bien sûr, vu que c'est un match de football. Donc les informations ont été tardives. Le tirage au sort des groupes a eu lieu fin août. Les fans de Séville ont organisé non pas un déplacement mais un voyage. Ils sont 300 ou 400 qui voulaient venir ce soir. Qu'au dernier moment on leur dise non et qu'on leur dise de rester chez eux à même pas 10 mois des JO. Mais comment on va faire pour les Jeux Olympiques? Ça ne peut même pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol. C'est vrai, parce que pour les JO, les gars, on annonce plus de 15 millions de touristes à Paris. 15 millions, on en parle, puis là on parle seulement de 300 Sévillans, ils n'ont pas le droit de venir pour assister à un match de foot. Alors comment on va faire quand c'est les Jeux Olympiques avec toutes ces personnes bien sûr qui vont venir pour regarder cette compétition. Et Lens Séville est classé 2 sur 5 par la DNLH, annonce RMC Sport, donc en gros c'est par rapport voir si le match est à risque ou non. Donc pour rappel, un match européen se jouant en France peut être considéré par les interdictions de déplacement lorsqu'il est classé au niveau le plus bas d'un match noté par la DNLH. Donc seulement 1 sur 5, donc en gros il est classé à risque, donc là il était 2 sur 5 à ce match, donc c'est pour ça qu'il y a eu des demandes en gros que les supporters de Séville ne pouvaient pas venir et du coup ne peuvent pas venir pour cette rencontre. Et alors que les supporters de Séville sont interdits de déplacement à Lens, ceux de Villarreal sont quant à eux autorisés à Rennes parce que après-demain les gars il y a un Rennes contre Villarreal, donc les supporters là de Villarreal ont le droit de venir du côté de Rennes. Et la même chose pour les supporters de classe Vic qui pourront venir à Lille pour la Ligue Europa Conférence. Pour les deux autres équipes françaises qui reçoivent cette semaine en Coupe d'Europe, il n'y a pas de problème pour les supporters visiteurs. Il y a juste les supporters de Séville qui n'ont pas le droit de venir. On continue les gars, donc on revient sur le match enfin pas le match, bon si on peut parler du match, mais le groupe du Bayern avec Manchester, Copenhague et Galatasaray. Donc ça c'est le groupe bien sûr pour ce soir, mais regardez, Manchester, bon dernier, et même pour la Youth League, parce qu'il y a la Youth League également, les U19, donc Manchester également dernier de leur poule, donc voilà, ça va pas fort pour Manchester United, que ce soit l'équipe A ou le centre de formation. Et en parlant de Manchester United, qui doit absolument s'imposer, de toute façon ils jouent contre le Bayern, donc 4 points, s'ils veulent arracher la deuxième place, il faudrait qu'il y ait un match nul entre Copenhague et Galatasaray et que eux s'imposent contre le Bayern, ils n'auront pas le choix. Donc petite photo de l'entraînement, c'était hier bien sûr avant ce match, on peut voir Garnacho. Voilà, concernant bien sûr cette rencontre, on peut voir aussi Mertens, bien sûr, déplacement compliqué du Galatasaray du côté de Copenhague pour cette rencontre ce soir. On peut voir aussi l'équipe de Arsenal qui va du côté du PSV. Bon sang, je pense qu'il va beaucoup faire tourner Arteta parce que Arsenal, même s'ils perdent, sont sûrs d'être en première position. Donc voilà, c'est un match un peu pour du beurre, c'est entre les deux premiers du groupe qui est dans le groupe de Lens. Donc voilà, les joueurs d'Arsenal ont bien atterri du côté de Eindhoven pour cette rencontre. Et Zinchenko voit une photo de lui au PSV parce que Zinchenko joue maintenant à Arsenal, puis quand il était dans les
dans les travées du stade, il avait une photo de lui, regardez, parce qu'il a passé la saison 2016-2017 en prêt avec l'équipe néerlandaise du côté du PSV. Donc c'est pour ça qu'il a une photo de lui dans les couloirs de cette équipe. Jude Bellingham se déplace avec le Real Madrid ce soir du côté de Union Berlin. Donc le Real sûr déjà d'être premier. Et Bellingham va vouloir de nouveau encore faire un gros match. Donc regardez cette saison avec le Real Madrid. Donc il y a en tout 5 matchs. Un match où il n'a pas joué parce qu'il était forfait, là, problème d'épaule. Sinon tous les autres matchs qu'il a joué, il a à chaque fois été buteur. Donc ce soir il se déplace du côté de Berlin. Et ce soir le Real Madrid, pour l'instant, ils sont sûrs d'être premiers, bien sûr. Et ils peuvent faire 6 sur 6. Ils ont 5 matchs, 5 victoires. Donc voilà, s'ils gagnent ce soir, ils feront carton plein pour ces matchs de poule. Un petit coup d'œil aussi par rapport au classement des meilleurs buteurs avant tous les matchs d'aujourd'hui et de demain. N'oubliez pas qu'il y a 3 meilleurs buteurs. Donc Haaland, Højlund et Morata, les 3 joueurs sont à 5 buts inscrits dans cette édition de Ligue des Champions. Puis après on peut avoir beaucoup de joueurs à 4 buts inscrits comme Jude Bellingham, qu'on parlait, Griezmann ou même Gabriel Jesus c'est également à 4 buts inscrits. Et concernant les joueurs qui dribblent le plus, donc c'est Yakounba Minte, les gars, qui est un joueur du Feyenoord, 14 dribbles réussis. C'est énorme. Donc là c'était seulement sur la 5e journée. Donc les matchs précédents, on peut dire Cancelo 10 dribbles réussis. Donc voilà, on peut voir les meilleurs dribbleurs sur la dernière journée de Champions League. Et toujours avec cette Ligue des Champions, et c'est officiel, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions aura lieu lundi à midi, parce que là c'est les derniers matchs, que ce soit LDC, Europa League, Europa Conference League, et maintenant on connaîtra tous les qualifiés un vendredi, et du coup lundi prochain on connaîtra les 8e de finale tout simplement. Donc voilà, le tirage au sort sera à midi. Et concernant le match du Paris Saint-Germain, parce que là j'aurais pas trop parler parce que c'est plutôt demain qu'on en parlera, parce que le PSG joue demain à Dortmund, un match hyper important, et ça sera lui l'arbitre. Ça sera Glenn Nyberg qui sera l'arbitre de Dortmund PSG, donc c'est un arbitre suédois. Ce dernier a récemment arbitré l'OM en Ligue Europa contre l'AEK Athènes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, c'était lui l'arbitre. Et ça sera son 6e match de Ligue des Champions qu'il arbitrera. Donc voilà, en espérant qu'il fasse un bon match, parce qu'on sait que l'arbitre, même si à la VAR tout ça, c'est lui qui prend les décisions finales bien sûr, lors d'une rencontre. Et toujours sur le match du Paris Saint-Germain demain, donc Zaïre Emery est apte à débuter contre Dortmund. Donc voilà, il devrait bien être dans le 11 de départ. C'est fou, il a joué 30 minutes lors du dernier match, alors qu'il devait déjà revenir après la trêve de Noël. Donc il devrait être dans le 11 de départ directement. Zaïre Emery, concernant les supporters parisiens, donc il y en a beaucoup qui vont faire le déplacement. Environ 3800 supporters, c'est énorme. Parisiens vont se déplacer en Allemagne pour supporter le PSG face à Dortmund, parce que c'est un match capital. Vous savez que le PSG doit absolument s'imposer pour se qualifier, et surtout pour finir premier. Donc parmi eux, plus de 1000 supporters du collectif Ultra Paris seront présents. Magnifique engouement, parce que l'équipe du PSG a besoin bien sûr de soutien des supporters. Donc voilà, ils vont répondre présents à quasiment 4000 supporters, et c'est monstrueux. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc là plus rien à voir avec la Ligue des Champions, tout ça, mais plutôt la Coupe de France. Et le petit pousset pour le PSG, donc les Parisiens défieront l'US Revel, donc une équipe de Haute-Garonne, équipe de R1 6e division. Et hier c'était le tirage au sort à 19h. Et du coup, on connaît, vu que c'était les Ligue 1 qui rentraient, voilà, à partir de ce tour-là, le PSG prend US Revel. Donc le match, bien sûr, se jouera du côté de US Revel, donc en Haute-Garonne. Je pense que ça doit être, je sais pas, peut-être vers Toulouse, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un rêve, bien sûr, pour cette équipe de régionale. Ils vont affronter le Paris Saint-Germain. Et ils ont suivi à la télé le tirage au sort, et dès qu'ils ont su qu'ils affrontaient le PSG, on peut voir bien sûr qu'ils étaient tous très contents. Et le président de cette équipe de l'US Revel, donc il a dit: les gars, remettez-vous au boulot, arrêtez la bringue, parce qu'ils étaient en train de, ils étaient tous tous très contents. Maintenant il faut se mettre au travail pour affronter le PSG, même si bon, ça va être très compliqué pour eux. Voilà, ça reste comme, je pense, un rêve de jouer contre le Paris Saint-Germain. Donc le match aura lieu début du mois de janvier. Concernant l'Olympique de Marseille, donc une grosse équipe aussi que beaucoup de clubs amateurs voulaient affronter, c'est l'équipe de Thionville, Lusitanos. Donc c'est une équipe de National 3, donc là c'est la 5e division française, donc là aussi c'est une petite équipe, contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et concernant cette équipe de US Thionville, ils ont déjà fait pas mal d'étapes, on peut dire. Donc après un 128e de finale en Nouvelle-Calédonie à 16 000 km, c'était parti genre d'outre-mer. Donc ensuite à 64e de finale, donc là le week-end dernier, où ils éliminent une Ligue 2, ils ont éliminé l'équipe de Annecy, quand même, cette équipe de Thionville. Maintenant ils affrontent l'Olympique de Marseille. Donc déjà un sacré parcours pour eux, pour cette équipe. L'équipe de Lyon affrontera l'équipe, pareil, une 5e division, ça sera le CA Pontarlier, une équipe de National 3 pour l'équipe de l'Olympique lyonnais. Concernant, ça peut être un objectif pour Lyon d'aller, pourquoi pas chercher cette Coupe de France, parce que au championnat c'est une catastrophe, mais n'oubliez pas que le vainqueur de la Coupe de France est qualifié pour l'Europa League saison prochaine. Donc voilà, ça peut être vraiment un objectif très important pour Lyon. L'équipe de Lille, les gars, affrontera une R1. Bon, ça sera dans l'équipe régionale, aussi. Là c'est un petit poussé, c'est Golden Lyon, les gars. Je sais même pas où c'est Golden Lyon, je sais pas si c'est marqué. L'un des derniers représentants de l'outre-mer, voilà.
Après, je sais pas si ça sera Lille ou Golden Lyon, j'en sais rien. Mais voilà, ça sera une petite équipe, bien sûr, pour Lille. Après, il y a des gros chocs, les gars. Il y a 2 chocs de Ligue 1. Lens contre Monaco. Donc là, dès les 32e de finale, c'est une équipe qui aurait pu gagner la Coupe de France qui va sauter dès les 32e de finale. Ça sera au Stade Bollaert. Et il y a aussi un Metz contre l'équipe de Clermont au programme entre 2 équipes de Ligue 1 qui s'affrontent, bien sûr, pour ces 32e de finale. Sinon, on peut voir toutes les équipes de Ligue 1 contre qui en adversaire. Donc, je ne vais pas te citer tout le monde, mais par exemple, Montpellier ira défier l'équipe de Amiens, Rennes ira défier l'équipe de Guingamp, Brest recevra l'équipe de Angers, Le Havre recevra l'équipe de Caen, ou par exemple l'équipe de Stade de Reims ira défier l'équipe de Dinan-Léon, une équipe de National 2. Donc voilà, on peut voir toutes les équipes de Ligue 1, qu'est-ce qu'elles ont eu comme adversaire. Hein. Et concernant tout le tirage complet, hein, parce qu'en tout, il y a 32 rencontres. Hein. Donc tout d'abord, les rencontres du groupe A. Voilà, on peut voir Marseille, hein, comme je dis tout à l'heure. Donc, et concernant, il y a une affiche, là, c'est la 3e affiche, Pays de Saint-Omer contre Reims-Sainte-Anne ou Dunkerque. Hein. Donc, Reims-Sainte-Anne s'est imposé au tir au but ce week-end, mais c'est pas sûr que ça soit eux. Pourquoi? Parce que Reims-Sainte-Anne, club de National 3 qui a éliminé Dunkerque ce week-end au tir au but, pour être suspendu, disqualifié, un joueur suspendu aurait participé à la rencontre. Le club pourrait ainsi être disqualifié. Ce serait un gros coup dur bien sûr pour eux. Et du coup, Dunkerque serait qualifié à la place de Reims-Sainte-Anne parce qu'ils auraient fait jouer un joueur qui n'avait pas le droit tout simplement de jouer. Dans le groupe B, on peut voir toutes les autres rencontres de la Coupe de France. Hein. Tiens, Lyon-la-Duchère jouera contre le Puy Foot 43 Auvergne. Hein. Dans le groupe C, il y a 4 groupes en tout. Hein. Donc voilà, toutes les rencontres. Et dans le groupe D, tiens, par exemple, il y a le PSG contre Vels, on peut voir Pau contre Nantes, ou par exemple au pif, tiens, Chaland, une équipe de National 3 contre Rodez, une équipe de Ligue 2. Et toujours avec cette Coupe de France, donc le stade de la finale de la Coupe de France sera révélé après les quarts de finale de la compétition parce que ça ne se jouera pas au Stade de France. Pourquoi? Parce qu'il y a les JO et voilà, en gros, ça ne jouera pas dans ce stade. Hein. Donc la finale délocalisée du Stade de France en raison des JO se disputera sur terrain neutre. Hein. Donc ça peut se jouer, j'en sais rien, dans un autre stade en France, mais ça sera pas au Stade de France, hein, cette finale de Coupe de France. On continue avec une autre compétition, les gars, c'est la Coupe du Monde des clubs et ça commence aujourd'hui. Donc le tableau de la Coupe du Monde des clubs 2023. Donc aujourd'hui, tiens, mardi 12, on peut voir l'équipe de Al-Ittihad, l'équipe où joue par exemple Benzema contre Auckland City, c'est le premier tour. Donc le gagnant jouera contre l'équipe de Al-Ali, eux qui sont déjà qualifiés pour le deuxième tour. On peut voir aussi là l'affiche du deuxième tour. À noter que City, l'équipe qui représente l'Europe, hein, est déjà qualifiée pour les demi-finales. Pareil pour Fluminense, ça peut faire un City Fluminense, donc le vainqueur de la Ligue des Champions européenne contre le vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine, ça peut être une finale. Donc City jouera mardi prochain. Voilà son premier match à 19h contre soit Club Léon ou soit contre Urawa Red Diamond, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions asiatique. On continue, on va parler maintenant de la cérémonie du Ballon d'Or africain. Et pour moi, c'était mon grand favori. Hein. Je l'annonce depuis X temps. Je l'ai dit que pour moi, c'est lui qui va le remporter. Et il y a peu de suspense. Ça, c'est bien sûr Victor Osimhen qui est élu meilleur footballeur africain de l'année 2023. Donc, en gros, il remporte le Ballon d'Or africain. Donc, un petit rappel de ses stats, les gars. Donc, il a marqué 26 buts en championnat avec Naples la saison dernière où il a remporté le championnat. Donc, ses stats sur l'ensemble de l'année, hein, si on rajoute toutes les autres compétitions, c'est 39 matchs, 31 buts et 5 passes D. Donc, le buteur nigérien a également terminé 8e au Ballon d'Or France Football, hein, qui a été décerné il y a déjà plus de 2 mois. Donc voilà, lui c'est ce jour-là qui remporte le Ballon d'Or africain et c'est mérité bien sûr pour Victor Osimhen. On peut le voir hier lors de la cérémonie qui avait lieu du côté de Marrakech où il a eu le droit quand même d'y aller. Pourquoi il avait le droit? Parce qu'il a demandé quand même, hein, parce que le Napoli a accepté la demande de Victor Osimhen de se rendre à Marrakech pour la cérémonie du Ballon d'Or. Hein. Naples joue un match décisif ce soir contre Braga. Je vous l'ai dit que Naples contre Braga, il y a 3 points d'écart. Naples doit absolument ne pas perdre un nul. Et hier soir, il était bien sûr du côté de Marrakech. Donc Naples a accepté bien sûr qu'il aille à cette cérémonie pour qu'il revienne bien sûr et pour qu'il joue ce match important. Ce soir il présentera certainement son Ballon d'Or africain ce soir aux supporters napolitains. Une petite photo d'Osimhen avec Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais. Concernant les autres distinctions, parce qu'on connaissait aussi le meilleur gardien africain, donc là aussi il n'y avait pas de suspense, c'est Yacine Bounou, logiquement remporte ce prix avec sa magnifique saison avec le Maroc et aussi avec Séville où il a remporté la Ligue Europa saison dernière. Donc voilà, Yacine Bounou, félicitations à lui. Concernant le meilleur entraîneur, donc là aussi il n'y avait pas trop de suspense avec Regragui qui a amené quand même le Maroc en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est lui logiquement, félicitations.
au sélectionneur marocain. Il a dit l'Afrique, on est tous ensemble et on gagnera tous ensemble. Voilà ce qu'il a pu dire lors de son discours hier lors de cette cérémonie. On va parler de Persito, est élu meilleur joueur local africain de l'année au CAF Award. Donc en gros, c'est le meilleur joueur africain mais qui évolue en Afrique. Il évolue du côté de Al Ahly. Donc voilà, félicitations à ce joueur qui est un joueur de l'Afrique du Sud, on peut dire. Tiens, en parlant de son équipe, Al Ahly. Al Ahly est le meilleur club africain de l'année au CAF Award. Souvent il remporte ce prix. L'équipe de Al Ahly qui est une équipe qui évolue du côté de l'Égypte, une équipe très très forte. Donc félicitations à cette team. Concernant la meilleure nation de l'année, c'est le Maroc. Donc là c'est un peu comme Regragui, je l'ai dit, qui a atteint la demi-finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, logiquement le Maroc remporte ce prix amplement mérité. Concernant la pépite, on peut dire le meilleur jeune joueur africain, c'est Lamine Camara. Donc c'est un jeune joueur sénégalais qui remporte ce prix. Donc ce joueur joue du côté de Metz, et j'en suis sûr vous l'avez tous vu au moins une fois cette saison. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il avait marqué un magnifique but lors à peu près d'un match, à peu près un mois et demi, lors du match entre Monaco et Metz. Il avait marqué un but du rond central, ce joueur Lamine Camara, et c'est lui qui remporte ce prix du meilleur jeune joueur africain de l'année. Félicitations à lui. Concernant l'équipe africaine de l'année, en gros les meilleurs joueurs, donc un petit rappel les gars, ce sont les joueurs qui ont voté pour la composition du 11 africain. Donc c'est les joueurs qui ont voté. Donc avec Onana au but, Koulibaly, Mbamba, Hakimi en défense, avec Amrabat, Kudus, Zambanguissa et Partey devant Mané, Osimhen et Mohamed Salah. Elle est pas mal cette équipe. Donc il manque peut-être, je pense, Riyad Mahrez, les gars. Mahrez, n'oubliez pas, il a remporté quand même le triplé avec Manchester City. Et il n'est même pas dans l'équipe, dans le 11 africain de l'année. Mais bon, si tu mets Mahrez, t'enlèves qui? Tu vas enlever Salah, Mané, j'en sais rien. Mais voilà, Mahrez, je pense, aurait mérité au moins sa place dans ce 11. Donc, et aussi Yacine Bounou, qu'on peut voir, qui n'est pas présent. Lui qui a été élu meilleur gardien africain de l'année. Des fois, il y a des petits trucs qu'on se demande pourquoi c'est comme ça. Et dans le foot féminin, il y a aussi des distinctions par rapport tout d'abord à la meilleure joueuse. Le ballon d'or africain féminin, c'est elle les gars, c'est Assissat Oshoala, est élue ballon d'or africain pour la 6e fois, son 6e ballon d'or africain pour cette joueuse qui évolue du côté du FC Barcelone. C'est une joueuse du Nigeria, donc félicitations, elle est déjà 6 fois, c'est un record qu'une joueuse africaine remporte autant de ballons d'or africains, tout simplement, donc félicitations à elle. Après, elle a fait une grosse saison avec le Barça où elle a pu remporter la Ligue des Champions féminine. Et c'est vrai que le Nigeria, donc Osimhen, meilleur joueur, et Oshoala, meilleure joueuse africaine bien sûr de la dernière année. Concernant la meilleure sélection africaine de l'année féminin, c'est le Nigeria. Félicitations à elle. Et c'est que le Nigeria a gagné le ballon d'or masculin, le ballon d'or féminin, le meilleur gardien féminin, et la nation de l'année féminin c'est également le Nigeria. Et sinon les pays les plus représentés, on peut voir le Nigeria et le Maroc, 8 distinction on peut dire pour ces deux pays. Après on peut voir l'Afrique du Sud également 8, puis après le Sénégal 3, la RDC 1, même le Cameroun 2 ont été récompensés. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette cérémonie qui a eu lieu hier soir, c'était du côté de Marrakech. On continue les gars, on va parler de l'équipe de France féminine et c'est officiel. Donc les joueuses de l'équipe de France affrontera l'Allemagne pour sa demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations. Donc il y aura un France-Allemagne, et dans l'autre demi-finale, l'Espagne affrontera les Pays-Bas. Donc c'est simple, c'est le Final Four de la Ligue des Nations. Donc les deux équipes qui gagneront s'affronteront en finale. Donc ça peut faire un France-Pays-Bas, un France-Espagne en finale. Ou un Allemagne-Espagne ou un Allemagne-Pays-Bas, bien évidemment. Donc on va soutenir nous les Françaises. N'oubliez pas que l'Espagne a gagné la dernière Coupe du Monde. Donc c'est les favorites quand même pour remporter cette compétition. Concernant l'équipe de France hommes, et c'est officiel. Et là aussi il y aura un France-Allemagne. Donc l'équipe de France affrontera l'Allemagne en amical le samedi 23 mars prochain au Groupama Stadium, donc du côté de Lyon. C'est un match amical. Ça sera le dernier rassemblement avant l'Euro tout simplement. Donc voilà, encore un France-Allemagne. J'ai eu un Allemagne-France là il y a quelques semaines où la France, je crois que ça avait perdu 2-1. Donc là il y a une France-Allemagne prévu le mois de mars prochain. Officiel, le Beşiktaş a décidé d'écarter 5 joueurs de son groupe pour mauvaise performance et incompatibilité. Donc Eric Bailly, Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezal et Jean Onana. Donc ces 5 joueurs sont mis de côté et ça sent très mauvais pour eux. En gros, ils pourraient voir leur contrat résilié, peut-être aller dans un autre club dès le mercato hivernal. On parle quand même de bons joueurs. Bailly, Aboubakar, les gars, qui est un très bon footballeur. Donc voilà, concernant ces 5 joueurs-là, et c'est officiel.
On va parler cette fois-ci des meilleurs buteurs des clubs espagnols, toutes compétitions confondues en 2023. Et Benzema, les gars, il est toujours à 23 buts, au même niveau que Griezmann. Hein. Pour rappel, Benzema n'est plus au Real Madrid depuis le mois de juin dernier et il est toujours sur le podium, on peut dire, des meilleurs buteurs des clubs espagnols depuis sur l'année 2023. Il y a seulement Lewandowski 24 et Youssef En-Nesyri 25 qui ont marqué plus de buts que Karim Benzema. Benzema ne joue plus, bien sûr, au Real depuis quelques mois quand même. Alexander Arnold profite de son temps libre pour préparer des cadeaux pour les plus nécessiteux à l'approche de Noël. Un magnifique geste de la part de la part du défenseur droit, bien sûr, de Liverpool. Donc voilà, quelques photos, bien sûr, du joueur Arnold, en plus, qui est très bon là ces derniers matchs. Il a marqué pas mal de buts, dont des buts très importants. Une dernière danse, on peut dire. Donc on aura bien droit à un dernier Ronaldo contre Messi. C'est le 1er février prochain pour la Riyad Cup entre Al Nasser et l'Inter Miami, parce que l'équipe de l'Inter Miami jouera la Riyad Cup. Donc en gros, un match contre Al Nasser le 1er février et le 29 janvier contre Al Hilal. Ce sera un petit tournoi, bien évidemment. Donc en gros, Messi jouera contre l'équipe de Ronaldo et contre l'équipe où il aurait pu signer. Au lieu d'aller à Miami, c'est vrai qu'il aurait pu signer du côté de Al Hilal. Et c'est officiel, ces deux dates, bien sûr. Ce sera des matchs de pré-saison pour l'Inter Miami, pour préparer, bien sûr, sa future saison en MLS. La Bundesliga pourrait bientôt changer de dimension. Les clubs allemands ont voté en faveur d'une arrivée d'un nouvel investisseur pour la Ligue 1. Des négociations vont bientôt débuter. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, j'en sais rien, mais bon. Dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça, que ça pourrait changer de dimension du côté de la Bundesliga. Eduardo Camavinga, quand on lui demande de citer le nom du joueur le plus fort qu'il ait rencontré dans sa carrière, je pense que c'est Bernardo Silva. L'an dernier, n'oublie pas que l'an dernier, le Real a affronté Manchester City, alors double match Ligue des Champions en gros. Donc c'est vrai que Bernardo Silva, tout le monde le connaît, mais pour moi c'est tellement un joueur tellement sous-coté parce que c'est un magnifique joueur. Newcastle vise à recruter Hugo Lloris dès cet hiver. L'ex-capitaine de l'équipe de France pourrait remplacer Nick Pope, actuellement forfait pour encore 4 mois et surtout, il est encore sous contrat du côté de Tottenham, mais il ne joue plus. Maintenant il y a un nouveau gardien du côté de Tottenham, donc c'est pour ça que Newcastle pense à Hugo Lloris, qui ne joue pas, il pourrait venir être le numéro 1 du côté de Newcastle en attendant le retour de Nick Pope. Le FC Barcelone souhaite recruter Giovanni Lo Celso en janvier. Le besoin d'un joueur ayant le profil du milieu de Tottenham. Donc c'est accentué après la blessure de Gavi. On sait que Gavi blessé jusqu'à la fin de saison. Plus le Barça, que leur dernier match, ils ont pris une correction 4-2 contre le voisin de Girona. C'est pour ça qu'ils vont certainement aller chercher un milieu de terrain. Et ils pensent tout simplement à l'ancien Parisien. Chelsea sera attentif aux offres concernant Conor Gallagher cet hiver. Le club souhaite se renforcer dans d'autres secteurs. Donc voilà, Chelsea pourrait vendre tout simplement Gallagher si une belle offre arrive lors du prochain mercato. Ça, c'est un transfert officiel, c'est Luis Gustavo, ancien joueur par exemple de l'Olympique de Marseille. Donc il retourne au Brésil, il signe à Sao Paulo au Brésil, voilà pour la saison future. N'oubliez pas que le championnat brésilien est fini, donc là c'est un peu le mercato on va dire du côté du Brésil, ça a recommencé en février ou mars, je crois, le début du championnat brésilien. Donc voilà, Luis Gustavo signe du côté de Sao Paulo. Des nouvelles d'Anthony Martial qui ne souhaite pas prolonger son contrat à Manchester United et devrait partir librement des Red Devils l'été prochain. Il est en fin de contrat, au 30 juin 2024. Et du coup, il devrait bien quitter cette équipe de Manchester où il joue très très peu comme cette saison, même depuis pas mal de saisons. Donc voilà, il pourra signer où il veut, bien sûr, s'il venait à ne pas prolonger. Pierre Sage confirmé sur le banc de Lyon jusqu'à Noël. Donc lui, c'est l'entraîneur actuellement par intérim. Mais c'est vrai que pour l'instant, il va rester en place. Il avait remplacé Grosso. Bon, il a dirigé 3 matchs de Lyon, 2 défaites contre, je ne sais plus c'était contre qui, mais le dernier match, c'est une victoire contre l'équipe de Toulouse. Et du coup, il sera au moins sur le banc pour les 2 prochains matchs. Après, Lyon décidera. Ils vont déjà voir ce que ça va donner les 2 derniers matchs. Après, pendant la trêve de Noël, ils vont décider s'ils le confirment jusqu'à la fin de saison ou si il recrute un autre coach. Et l'Olympique Lyonnais doit-il maintenir Pierre Sage jusqu'à la trêve? Donc Footballlog, c'est un sondage, oui ou non. Et la plupart ont mis oui, ce que j'ai mis aussi. C'est vrai qu'il a gagné 3-0 avec l'équipe de Lyon. Je pense qu'il faut le garder au moins jusqu'à Noël. Puis après, tu étudies bien sûr plusieurs pistes, soit le garder ou soit le remplacer par un autre coach. On va parler d'un match de 2e division belge où c'est complètement parti en cacahuète entre Beerschot VA et Denze. Donc l'arbitre a dégainé 11 cartons jaunes et 8 cartons rouges, dont 3 pour le staff de Beerschot, donc l'équipe à domicile. C'est un record chez nos voisins belges. Donc voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre le week-end dernier. Et toujours du côté de la Belgique, le classico entre guillemets du championnat de Belgique entre Anderlecht et le Standard de Liège se jouera sans supporters visiteurs jusqu'en 2025. Cette décision intervient après de nombreux incidents ces derniers mois ont annoncé les 2 clubs. En gros, à chaque fois que l'équipe visiteuse jusqu'à 2025 se déplacera lors de ce classico, c'est une
choc entre Anderlecht et Standard de Liège. Donc en gros, ça sera interdiction des supporters de l'équipe visiteuse, hein, parce qu'en gros, c'est toujours très très chaud, bien sûr, lors de cette rencontre. Là-bas aussi c'est chaud les gars, c'est du côté de la Grèce, hein. Pire qu'en France, le gouvernement grec a annoncé un huis clos total pour tous les matchs de la première division de football jusqu'en février 2024. De nombreux incidents liés aux supporters ont eu lieu depuis plusieurs saisons, donc toutes les équipes, hein, vraiment toutes les équipes de la première division, c'est comme si en France tous les matchs jusqu'à février est à huis clos, comme c'était un peu la même chose lors de la période Covid, mais là c'est par rapport à ce qui se passe, hein, parce que toujours très très chaud là-bas aussi, hein, du côté du championnat grec où il y a beaucoup de débordements. Georgian Club, nous avons découvert cet été que certains milieux défensifs ne voulaient pas rejoindre Liverpool, et puis vous voyez ce qu'il se passe, hein, en train de rigoler, hein, donc là il parle peut-être de Caicedo, hein, qui avait quitté le Brighton. On l'avait annoncé du côté de Liverpool et plutôt il avait signé du côté de Chelsea, puis Chelsea flop alors que Liverpool est premier actuellement de la Première Ligue, donc ça fait un peu rire on peut dire Georgian Club, hein. C'est vrai que l'équipe de Chelsea, on finit avec ça les gars pour aujourd'hui. Donc Chelsea marque des points après 16 matchs, hein. Donc regardez à peu près, donc là cette saison, on peut voir qu'ils ont 19 points, ils sont 12e. Donc les dernières années, jusque depuis où ils avaient gagné en 2016-2017, où ils avaient 40 points et c'était premier, après 16 matchs, ils avaient même remporté le championnat cette année-là. C'était l'année d'après où Leicester avait gagné le championnat, bref. Donc on peut voir chaque année après 16 matchs de Première Ligue leurs points, donc là ils avaient 40, 32, 34. Bon, on peut voir le classement 3e, 4e, 4e, 6e, 3e, donc là ça va pas mal. Mais à partir de la saison dernière, donc ils avaient déjà 25 points, donc 8e, et là 19 points, 12e. On peut voir que les deux dernières années sont pas bonnes, hein, par rapport à avant où Chelsea bien sûr figurait à chaque fois au moins dans le top 4, hein, de la Première Ligue. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et bien sûr demain on parlera de toutes les rencontres du jour. En Champions League, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.